Allez, c'est parti. Aujourd'hui, on se pose une question qui a l'air toute simple, mais qui en réalité est d'une complexité folle. Au fond, qu'est-ce que le travail? Et pour essayer d'y voir plus clair, on va faire un petit voyage dans le temps en s'appuyant sur un texte vraiment fascinant qui date de 1960. Alors voilà, tout commence ici. En 1960, le sociologue George Friedman se posait déjà cette question. Ce n'est donc pas du tout un problème qui vient d'apparaître avec nos vies modernes et l'économie numérique. Non, non, c'est une interrogation qui travaille les esprits depuis bien longtemps. On pourrait être tenté de se dire que la réponse est évidente. Le travail, c'est utiliser sa force pour produire quelque chose d'utile, des biens, des services. C'est la définition classique. Sauf que cette définition, elle prend l'eau de toutes parts. Une fourmi qui construit sa fourmilière, est-ce que c'est du travail? Et un artiste qui peint une toile par pure passion sans penser à son utilité marchande. On voit bien que c'est beaucoup, beaucoup plus compliqué que ça. Alors, pour éviter de se perdre dans des théories abstraites, l'auteur, Friedman, a une super méthode. Il nous propose de regarder un cas concret. On va passer du général au particulier. Et l'idée, elle est assez géniale. En se plongeant dans une seule histoire, celle d'une seule personne, on peut en fait faire ressortir des vérités qui s'appliquent à tout le monde. C'est en regardant le travail à la loupe qu'on va pouvoir comprendre le phénomène dans son ensemble. Et donc, voici notre guide, Paul. Il est tourneur, dans un atelier de mécanique, quelque part en banlieue parisienne dans les années 60. Son quotidien, son poste de travail, sa machine, ça va être notre terrain d'expérimentation pour explorer ce que veut dire le mot « travail ». Pour analyser ce que vit Paul, on ne va pas se limiter à un seul point de vue. L'idée, c'est d'utiliser 5 angles d'approche différents, un peu comme si on avait 5 caméras, chacune filmant la même réalité, mais révélant un aspect différent. Alors, voilà notre plan d'attaque. On va d'abord regarder le travail de Paul sous un angle technique, puis physiologique, ensuite psychologique, social et pour finir économique. Chaque étape va nous donner une nouvelle pièce du puzzle. Premier angle donc, la technique. Là, on s'intéresse à la relation très concrète entre Paul et son environnement matériel. C'est son tour, la manière dont son poste est organisé, les outils qu'il utilise. Aujourd'hui, on appellerait ça l'ergonomie. Et à l'époque, on commençait à parler de human engineering, l'ingénierie humaine. Ensuite, l'angle physiologique. Là, on change de perspective et on regarde l'impact du travail sur le corps de Paul. Comment son organisme réagit à la fatigue, au bruit de l'atelier, à la chaleur, à la répétition des mêmes gestes, des heures durant, semaine après semaine. En fait, c'est le coût biologique du travail. Troisième point de vue, et là on passe du corps à l'esprit, la psychologie. Comment Paul vit-il sa tâche mentalement? Est-ce qu'il est motivé, satisfait? Est-ce que ça l'ennuie? Et le point qui est vraiment crucial ici, c'est que le travail ne fait pas que solliciter ses compétences. Non, il façonne, il modèle sa personnalité. Et on arrive à une dimension absolument fondamentale, le point de vue social. Paul n'est pas tout seul face à sa machine. Le travail, surtout le travail moderne, est une activité collective. Il n'est pas un Robinson Crusoe sur son île. C'est ça qui est fascinant. Il y a tout un tas de cercles sociaux qui s'emboîtent et qui influencent Paul. Ça commence avec son équipe, ses collègues, l'ambiance dans l'atelier, mais ça va bien plus loin. Il y a l'entreprise dans son ensemble, sa famille et les valeurs qu'elle lui transmet, le syndicat, sa classe sociale et même la nation. Friedman donne l'exemple de l'esprit de Dunkerque dans les usines anglaises, un sentiment de fierté nationale qui pouvait booster le moral et la productivité. Et enfin, le dernier angle, l'économie. Bien sûr, il y a la question du salaire. Mais ce n'est pas que ça. C'est surtout la façon dont Paul perçoit cette relation économique. Est-ce qu'il se sent payé à sa juste valeur? Est-ce qu'il a le sentiment d'être un partenaire dans l'entreprise? Ou juste une ressource qu'on utilise? C'est souvent cette perception qui va colorer toute son expérience du travail. Et tous ces points de vue nous amènent au cœur du sujet, à une tension fondamentale. Le travail, en fait, a 2 visages. Il peut être une source incroyable d'épanouissement, ou au contraire la pire des aliénations. D'un côté, il y a le travail qu'on a choisi, qui correspond à ce qu'on aime faire, et qui peut être un vrai facteur d'équilibre, de satisfaction et même de bonheur. Et de l'autre, il y a le travail subi, répétitif, dépersonnalisé, qu'on ressent comme quelque chose qui nous est étranger. C'est le fameux travail aliéné, une sorte de servitude à laquelle on est contraint pour pouvoir vivre. Et Friedman le dit sans détour avec cette phrase qui est assez terrible. Pour énormément de gens à l'époque comme aujourd'hui, le travail c'est ça, une corvée. Un truc pénible qu'on est obligé de faire pour payer les factures. Et c'est tout. Et maintenant, on va aborder une partie de son analyse qui est franchement bluffante de modernité. Ce qu'il décrivait en 1960, ça va nous parler, c'est certain. Voilà le problème, qui est d'une actualité brûlante. Dans nos sociétés, sous la pression constante de la pub, des médias, nos envies de consommer, nos besoins, grandissent bien plus vite que nos revenus. Il appelait ça la consommation ostentatoire.
le fait de vouloir montrer ce qu'on possède. Et ça nous enferme dans ce qu'il appelle un cercle vicieux. C'est simple. Plus on a de besoins, plus il faut d'argent. Pour avoir plus d'argent, il faut travailler plus, ce qui pousse certains à prendre un deuxième travail, ce qui génère un peu plus de revenus, et donc de nouveaux besoins. Et la boucle est bouclée. C'est là que c'est fou. Ce phénomène qu'il décrivait en 1960, le double emploi, mais c'est exactement ce qu'on appelle aujourd'hui un side hustle. La dynamique, la pression économique et sociale derrière n'a quasiment pas changé. Bon, après tout ce parcours, revenons à notre question du début, sauf que maintenant on a quelques outils en plus pour tenter d'y répondre. La conclusion, c'est qu'il n'y a pas une définition simple et unique. Le travail, c'est un phénomène humain global. C'est le résultat, toujours en mouvement, de l'interaction complexe entre la technique, notre corps, notre esprit, les groupes sociaux auxquels on appartient et l'économie. Tout est lié. Finalement, tout ce raisonnement nous laisse avec une dernière question. Une question qu'on peut tous et toutes se poser. Au fond, le travail que l'on fait, est-ce une action qui vient de nous, une expression de notre liberté, de nos envies profondes, ou est-ce que c'est avant tout une réaction à une contrainte extérieure, qu'elle soit financière ou sociale? La réponse, bien sûr, elle est différente pour chacun.